Le lancement officiel de la 3e édition de la Semaine de la Fête de la Lecture a démarré ce dimanche 5 mars 2023 à la Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti. Cette 3e édition avait pour thématique l'écriture et l'oralité, un sujet qui traite de la question brûlante de la transition d'une tradition orale vers une culture moderne de l'écriture et de la lecture. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et ses collègues Hibo Moumin Assowi, ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, ont parrainé la cérémonie officielle de lancement de la Semaine de la Fête de la Lecture. À leur arrivée, les ministres ont été acclamés par les officiels et les participants disposés en haine d'honneur. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et ses collègues ont longuement découvert les différents ateliers richement animés par les élèves des différents établissements scolaires invités à cette cérémonie. caanaha ka cabtid oo hilibka uu kaa xaaraan yahay. dameerka waa dameerka waad garatay sax aha kidhigay amol dorali gubal giralike idhigay wahu madaaca Bonjour les élèves. Bonjour maîtresse. Comment allez-vous? Ça va bien. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture sur la tablette. Allumez vos tablettes et prenez le texte de Igal Chidal et l'ennemi. Tout le monde a pris? Oui. Montrez-moi vos tablettes. C'est juste. C'est très bien. Très bien. Maintenant, nous allons commencer la lecture. Iman, commence. Comme la soie, bambou comme la soie. La tique a volé. La grosse tique l'a dit, la grosse tique l'a dit. Un cher avait une femme. Que Dieu la lui préserve, que Dieu la lui préserve. Il était une fois en pays nomade, un vieil homme qui avait épousé une très jeune fille. Aïe, Un jour, une pluie très abondante tomba. Le vieil homme était alors sorti pour visiter un campement voisin. Il s'absenta jusqu'à la tombée de la nuit. La jeune épouse s'inquiétant pour son vieux mari lui prépara une soupe bien chaude.
Les écrivains invités pour cette semaine de la fête de la lecture ont pu animer différents ateliers de lecture, de contes et de fables, de théâtre et d'écriture, ainsi que le dessin, mais aussi de la sténographie pour les enfants à besoins spéciaux, ainsi que des charades et des comptines en langue maternelle. Plus généralement, cette fête annuelle de la lecture est destinée à promouvoir la lecture, mais aussi et surtout à renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages pour la mise en place d'activités riches et diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. La formation professionnelle, ce n'est pas un travail occasionnel, mais une opportunité qui forme des professionnels. Je lève ma plume à tous ces métiers trop souvent sous-estimés. Je peux apprendre l'électricité. Pour plus de technicité, j'apporte des solutions innovantes pour sortir de l'obscurité. Aborder la construction pour plus de sensations. Je suis responsable de votre confort pour vous tenir à l'abri. Les paramètres sont réunis pour forger les techniciens de demain, nos meilleurs spécialistes du bâtiment et les économistes de construction. La vie, c'est un rythme, une danse synchronisée où chaque pas, chaque mouvement est coordonné. Chaque battement de cœur, chaque souffle expiré est synchronisé avec ces mondes insensés. Nous avançons tous ensemble dans la même direction, cherchant à donner un sens à notre existence, cherchant à trouver notre place dans cette vaste création, cherchant à être en phase avec notre conscience. On se synchronise avec les battements du temps, on suit les mouvements, on se laisse emporter, on danse avec les émotions du moment, on suit le courant sans jamais se perdre. On rencontre des âmes qui vibrent en harmonie, qui partagent notre vision, notre destinée. On s'unit avec ces êtres, avec ces amis qui nous aident à avancer, qui nous donnent la clé. La synchronicité, c'est ces liens intimes qui relient tout ce qui existe, qui unit les êtres. C'est cette force mystique, cette énergie divine qui nous guide. Alors écoutons notre cœur, notre intuition. Soyons en phase avec cette force universelle. Soyons synchrones avec notre passion. Soyons en accord avec notre être réel. Je m'appelle Salma Mahmoud. Voici Sohan, Samatar, Ibrahim, Rehan et Balqis. Nous sommes ici pour parler du livre de M. Abdurrahman Ali Wabri qui s'intitule « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» Alors, pourquoi ce titre? Ce titre fait référence à une question posée par la fille de ce dernier un jour faire le chemin à l'école. Ce père a une toute petite différence des autres. Il boite un tout petit peu et cette question douce et violente à la fois, ce mélange de douceur et de violence que nous retrouvons chez les enfants va raviver des souvenirs, des démons enterrés chez Abdurrahman Wabri qui va retracer son passé, il va remonter dans le passé et raconter son enfance. Je vais vous présenter le genre de ce livre. Cette œuvre est un roman autobiographique. Déjà, que veut dire le mot autobiographique? Autobiographique, c'est écrire sa vie soi-même. Qu'est-ce qui nous montre que dans cette œuvre, Abdurrahman est en train d'écrire sa vie soi-même? Déjà, il y a l'emploi du pronom personnel « je » tout au long du roman qui nous montre qu'un narrateur est présent dans cette œuvre. Puis nous avons les expressions comme « je suis cet enfant, je me souviens » qui marquent l'évocation de l'enfance. Non seulement il a un handicap qui lui empêche d'être comme les autres, mais il surpasse cet handicap et grâce à la lecture et l'écriture, il devient un écrivain et il surmonte les souffrances de son enfance. Quand j'ai lu Pourquoi tu danses de Abdurrahman Wabri, j'ai non seulement appris sur la culture
de mes ancêtres, c'est-à-dire les nomades, mais aussi appris l'histoire de mon pays. Donc personnellement, c'est très intéressant et j'aime bien. À noter que des écrivains, dramaturges et de nombreux auteurs djiboutiens, dont notamment Omar Youssouf, Jean-Dominique Penel, Amoïta Amoïta, Raya, Choukri Ousmane Guidi et d'autres encore sont invités à animer des ateliers au cours de cette belle fête. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a pris la parole pour mettre l'accent sur l'intérêt de la lecture et de l'écriture pour les enfants y prenant goût de leur plus jeune âge. C'est un événement littéraire, c'est en même temps c'est scolaire, c'est vraiment une fête nationale de la lecture, on peut appeler ça. Et c'est pour donner aux enfants vraiment le goût à la lecture, à l'écriture. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on a mis dans les curricula, dans les programmes que nous avons révisés de la première année à la 9e année, l'enseignement fondamental, mettre le zoom sur la lecture. Tout dépend et tout part de la lecture. Deuxième année, au bout de deuxième année, il est prévu dans le curricula que l'élève sache lire, écrire et compter. Ce fut le message essentiel de cet événement qui s'adresse aussi aux parents qui doivent participer à créer le goût de la lecture chez les enfants. Sa collègue, Mme Hibo Moumine Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, elle-même ancienne romancière, a mis en lumière la participation de son ministère qui a doré et déjà mis en disposition le siège flambant neuf de la Bibliothèque et Archives nationales pour la cérémonie de la lancement de la 3e édition de la Fête de la lecture. Elle a insisté sur la conservation du patrimoine oral de notre culture à travers l'écriture et la création littéraire. Le livre, c'est ça en fait, ça fédère les gens, ça permet cette rencontre aujourd'hui entre auteurs, éditeurs, lecteurs, parce que nos tout petits sont aussi des lecteurs, des futurs aussi écrivains. Tous les passionnés de la littérature djiboutienne, c'est vraiment une grande fierté que nos auteurs, nos écrivains soient versés dans les manuels scolaires. Donc je pense que beaucoup ont combattu pour ça, dans le cadre du projet de contextualisation des programmes scolaires. Donc je félicite aussi les CRIPEN qui fait beaucoup de travail, une fierté qu'on puisse avoir une édition scolaire aussi productive. Et donc, je dirais bravo à vous tous. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, se dit réjoui de la participation de son département à cette fête de la lecture qui permettra l'émergence d'écrivains et d'auteurs parmi nos enfants. Je voudrais vraiment encore encourager une fois tous les gens qui ont travaillé sur ces thématiques-là à œuvrer, à toujours réfléchir, à aller loin, à réfléchir également dans cette diversité. Quand je parle de diversité, je ne parle pas uniquement de diversité ethnique ou culturelle. Je tends la main à des enfants malentendants, tendre la main à des enfants malvoyants qui découvrent le monde. Et j'ai été très touché par le fait de ce poème quand ces enfants, je dirais, à motricité limitée pour X raisons, voient l'autre comme leur voisin, mais qu'ils ne le comprennent pas. Et lui faire comprendre ça à travers la lecture, à travers leur expression, c'est très touchant. Et ça ouvre également des opportunités d'avenir pour ces enfants-là, au lieu qu'ils restent à la maison. Donc, encourager le passage de la réalité à l'écriture pour toutes ces raisons. Les activités programmées dans le cadre de cette aventure libraire et culturelle au profit des élèves et des amoureux de la lecture ont débuté avec une conférence. Monsieur Jean-Dominique Penel et Dr Moussa Souleymane Oupsié ont pour tour à tour partagé avec les auditoires leurs connaissances et leurs opinions sur le couple écrit-oral ou encore littérature-oralité. Tous les deux sont revenus sur leur étude, les rencontres et les ouvrages qui les ont marqués sur le sujet. Le début était animé par le conseiller technique Mohamed Abdi Guedi qui a su tirer le meilleur de deux experts de la littérature de la Corne avec des questions travaillées. Monsieur Penel,
qui fut un formateur à l'école normale, l'ancêtre de CFEF, conseiller pédagogique et un des initiateurs de la manifestation appelée Temps du livre, est revenu aussi sur l'Afrique et les Africains lui ont apporté tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Dr Moussa Souleymane, quant à lui, démontre combien les œuvres des auteurs nationaux, à l'instar de beaucoup d'écrivains africains, puissent dans le trésor de l'oralité pour exprimer leurs sentiments et transcrire leurs idées. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager à vous suivre dans cette voie d'écriture? En termes de conseils, moi, le minimum que je peux donner, c'est la correction de la langue. Hein? La correction, donc il n'y ait pas de faute d'orthographe ou des fautes de français. Mais est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce qu'il faut faire avec des subordonnés ou pas des subordonnés? Est-ce qu'il faut... Je ne peux pas... je vous dis juste la correction orthographique. Mais c'est ce que vous avez à raconter. J'ai 3 petites questions pour M. Moussa Souleymane. La première, c'est comment mixer la littérature française avec la littérature djiboutienne de la langue somali. Par exemple, les griots sont souvent des poètes, des chanteurs, donc, comme par exemple Dadju, Aya Nakamura, mais dans les paroles de leurs chansons, ils mettent quelques mots en griot. Nous, on a plus tendance à faire traduction directe. Par exemple, on dit « il est fermé, fermé ». Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est comment éviter d'être pris pour une raciste, parce qu'on a souvent des clichés. Par exemple, on dit « les coca, c'est pour les enfards ». Ça, c'est des clichés. Donc, comment éviter que les gens me voient comme une raciste à travers les mots que j'écris. Et la troisième, c'est comment combattre le syndrome de la page blanche. Parce que j'ai commencé à écrire et je me suis arrêtée à 4 pages. Donc la première question qui m'a été adressée, si j'ai bien compris, en fait, c'est la littérature, la présence de la littérature orale, djiboutienne, ou que ce soit somali ou afar ou autre, dans la littérature française, la littérature djiboutienne d'expression française. Oui. En fait, je crois que vous avez évoqué le thème des griots, en fait. En fait, je crois qu'il ne faut pas oublier que les auteurs djiboutiens d'expression française ont été scolarisés dans un contexte francophone. D'accord? Donc, du coup, ils ont déjà un penchant vers la culture française. Et la présence de l'oralité dans leurs textes, en fait, ne peut être que des connaissances qu'ils ont acquises, soit dans leur contexte culturel ou dans leur enfance, durant leur enfance, ou des vécus ou des contacts, comme disait l'intervenante tout à l'heure, avec des gens qui connaissent plus ou moins en fait l'oralité. Et c'est pour ça que d'ailleurs la présence de l'oralité dans les textes des Djiboutiens, c'est une présence plutôt subtile et fine. C'est pas quelque chose qui est carrément transcrit de l'oralité. C'est pas une transcription de l'oralité, parce que les auteurs sont définitivement francophones et les textes qu'ils vont écrire, bien sûr, il se peut qu'ils se réfèrent à leur culture d'origine, mais les textes sont écrits bien en français. D'accord? Pour la deuxième question, comment éviter être pris pour un raciste, c'était ça? Non, je crois que de toute façon, il existe des Djiboutiens qui parlent parfaitement l'afar, qui parlent parfaitement le somali et qui parlent ou écrivent parfaitement le français. Mais je crois que c'est une minorité. D'accord? Donc, et puis la littérature nous rapproche, ne divise pas,
Et les thématiques qui sont abordées, c'est plutôt noble. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de... Dans la littérature, c'est la noblesse, c'est l'amour de son prochain. En fait, on propage la bonne parole, quoi. Juste après les chers et et les autres. D'accord? Donc, les écrivains, c'est pas... Voilà. Les syndromes de la page blanche. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, il faut... Oui, je crois que... En fait, ça dépend des personnes. Donc, je crois qu'il faut se jeter à l'eau. Il faut commencer vraiment à écrire. Mais bien sûr, pour écrire, il faut avoir un passé de lecteur. En général, c'est après avoir vraiment bien lu qu'on se met également à écrire. Mais il faut avoir aussi la passion et la patience. La passion, il faut aimer écrire. Si on n'aime pas écrire, la page sera toujours blanche. Ce matin, mardi 7 mars, M. Penel a répondu aux questions du conseiller technique Mohamed Abdi Guedi dans l'émission Mots d'ici et d'ailleurs. Questions axées plus en profondeur sur le parcours, les ouvrages et le regard de l'invité d'honneur de cette 3e édition de la Fête de la Lecture. Rencontre écrivains-élèves dans la capitale et les régions. Ce sont les établissements scolaires de la capitale et des régions qui ont accueilli l'essentiel des activités de la semaine de la fête de la lecture avec des rencontres entre les écrivains et les élèves. Ces rencontres ont été propices aussi à des discussions animées sur les œuvres des écrivains et leur engagement personnel. Ils ont pu également animer des ateliers d'écriture pour montrer au jeune public que la lecture, au-delà d'une simple activité scolaire, est un plaisir qui permet de développer la créativité dans confiance en soi. Monsieur Jean, je veux vous demander une question. Pourquoi vous êtes venu à Djibouti? Là, c'est une bonne question et c'est pas par choix tout à fait. C'est que donc moi j'appartenais à un ministère à l'époque qui n'existe plus. Il y avait un ministère français de la coopération. Et autrefois, en France, tous les garçons devaient faire le service militaire à l'âge de 18 ans. Et quand on faisait des études longues, par exemple, je vois ici, vous avez déjà maintenant des classes de préparation, etc., et qu'on allait plus loin encore, donc on était sursitaire. C'est-à-dire qu'au lieu de partir à 18 ans, on pouvait partir 3, 4, 5, 6 ans plus tard. Mais il fallait, au bout d'un certain temps, accomplir son service militaire. Seulement, si vous aviez des diplômes, au lieu de partir à la caserne avec le fusil sur l'épaule et marcher au pas, on vous envoyait dans certains pays pour faire votre spécialité. Si vous étiez ingénieur pour faire des routes, ou médecin, ou enseignant, donc on vous envoyait comme ça. Et donc c'est comme ça que moi je suis parti. Je suis parti d'abord en Afrique centrale, et après, donc quand j'ai fini mon temps de militaire, j'ai demandé à rester. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des règles, vous voyez. Normalement, on ne pouvait pas dépasser 6 ans. Des fois, j'ai dépassé un peu. Mais quand j'ai quitté le Niger, mon chef m'a appelé. C'est rigolo, vous me parlez. Mon chef m'a appelé, j'étais à Niamey. Il me dit, voilà, Monsieur Penel, vous répondez par oui ou par non.
on a besoin d'un professeur à Djibouti. J'ai dit oui. Mais je n'ai pas vraiment choisi, mais j'étais content d'y être. Donc ça ne s'est pas fait du tout, ça aurait pu se faire par choix, mais là ça ne s'est pas fait par choix. Mais j'étais content d'être là. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui vous a inspiré à trouver des titres pour vos œuvres dès que vous avez commencé à écrire jusqu'à présent? Ça c'est une question. Alors, donc, quand j'étais ici, j'ai fait beaucoup de livres, c'est-à-dire que dans chaque pays où j'ai été, j'ai pratiquement fait des livres un peu partout. Par exemple, quand j'étais en Centrafrique, par exemple, j'ai fait un recueil, une anthologie. Donc là, je réponds aux garçons, le livre, je l'appelais « Anthologie de la poésie centrafricaine », ça s'inspirait tout seul. Bon, quand j'étais ici à Djibouti, ça, pourquoi est-ce que je l'ai appelé Djibouti 70 ? Parce que ça concernait en fait les années juste avant l'indépendance. Votre pays est indépendant en 77, et en fait entre 70 et 77, il y a eu beaucoup d'activités qui préparaient d'ailleurs l'indépendance. Donc du coup, le titre m'est venu à Djibouti 70. L'esprit du lecteur, et le lecteur peut penser tout ce qu'il veut. Écrivain, certes, vous militez contre toute ignorance et apprentissage. Je cite la dernière vers du parti Courage. Les courages, mon cher frère, c'est-à-dire non à l'abus du pouvoir et pouvoir résister à chaque jour, debout encore et toujours contre toute forme d'ignorance. Que dites-vous, nos camarades qui quittent l'école et s'adonnent aux drogues? Ce qu'il y a de pire pour nous, parce que moi j'ai été enseignant, quand un élève quitte l'école, même si je n'ai gardé 49 et que le 50e est parti, pour l'enseignant normalement, à l'intérieur de moi-même, je ressens ça comme une perte inestimable. Parce que c'est un élève. Dans 50 ans, quand vous allez vous rencontrer, il vous dira toujours « monsieur ». Parce que ce mot-là, Djibouti, c'est pour les enseignants. Et le privilège que nous avons, nous, enseignants, c'est d'être à la fois ceux qui enseignent, mais aussi les parents. Parce que les jours de l'examen, nous, les enseignants, on essaie de voir si tous nos élèves sont dans la liste. Alors que chaque parent essaie de voir si son fils est dans la liste. Moi, je suis le papa de tous mes élèves et chaque papa est le papa de son enfant. Je voudrais poser quelques questions qui sont les suivantes. Le personnage principal vit une enfance malheureuse entre le divorce de ses parents et le remariage de sa mère. Avez-vous vraiment vécu cela ou bien vous l'imaginez? Quel est le mobile qui vous a poussé à écrire ces livres? Avez-vous d'autres titres que vous aviez dû abandonner pour garder celui-ci? Votre livre est-il influencé par d'autres auteurs? Pour quel auteur conseillez-vous au lecteur pour qu'il puisse découvrir la littérature? Merci beaucoup. Après, par rapport à ce roman-là, il n'est absolument pas autobiographique, donc c'est absolument pas mon histoire, heureusement. Mais par contre, je me suis inspirée de la vie réelle d'une personne qui a vraiment vécu tout ce que je raconte. Je n'ai été que la porte-parole. J'ai juste écrit ce qu'une personne m'a raconté, puis d'autres personnes, parce que finalement, les violences conjugales, les histoires se ressemblent un peu, et je suis allée chercher plus loin le passé de chacune de ces femmes qui me racontaient tout. Et à un moment donné, je me suis dit, il est temps de leur donner une voix, de dire qu'elles avaient une identité, qu'elles n'avaient pas juste une étiquette de victime. Je déteste l'étiquette de victime. Et du coup, j'ai voulu leur redonner une identité, une place dans la société, rappeler qu'elles étaient des mères, des sœurs, des amies, et qu'elles avaient toute une histoire à elles. Du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ce roman-là. Et par rapport au titre, effectivement, j'ai changé beaucoup de fois le titre. Comme j'ai changé beaucoup de fois ma manière d'écrire, comment je voulais raconter l'histoire. Et je le répète à chaque fois, mais la veille de la publication de mon roman, j'ai appelé mon éditeur, je lui ai dit stop, parce que je voulais réécrire la fin. Et j'ai réécrit toute la fin, tout le dernier chapitre. Pendant une nuit, je ne me suis pas arrêtée et je l'ai tout réécrit, parce qu'il ne m'allait pas du tout. Aujourd'hui, il me va beaucoup mieux, parce que je voulais vraiment une fin positive.
Du coup, voilà, c'est que de la réécriture encore et encore jusqu'au bout. Les auteurs que je pourrais vous conseiller, et que moi je lis, et j'en lis beaucoup, déjà par la facilité au niveau de la lecture, je vous dirais des auteurs français comme Guillaume Musso ou Marc Lévy. En plus, ils font vraiment de la littérature assez accessible, très jeune. Donc vraiment, ces deux-là. Après, quand on veut un peu plus réfléchir et lire des romans un peu plus terre à terre, il y a Yasmina Khadra, bien sûr. Malheureusement, il n'est pas là, mais c'est un grand auteur algérien. Moi, j'ai quasiment tous ses romans et il influence même mon écriture. Donc vraiment, c'est quelqu'un que je vous conseille de lire. Et après, en tant que femme, parce que je lis beaucoup du coup d'autrices et d'écrivaines, je vous conseille Elif Shafak. C'est une écrivaine turque qui écrit des romans qui sont toujours bien décrits. Tous les espaces sont bien décrits et on rentre dedans et on apprend plein de choses sur l'histoire de la Turquie, qui était avant l'Empire ottoman, mais vraiment on apprend plein de choses avec elle et je vous le conseille. Et pour toutes les filles, je vous conseille de lire Virginia Woolf. C'est une autrice, une très ancienne autrice anglaise qui n'est plus là, mais qui a fait beaucoup, je pense, pour la place des femmes dans la littérature, parce qu'elle écrivait, c'était au 19e siècle, les femmes n'avaient pas tant de voix que ça, voire pas du tout, et elle, elle a fait partie de l'une de ces femmes, et elle avait même sa propre maison d'édition avec son mari, donc vraiment pour tout ça, et parce qu'elle écrit des recueils, enfin elle a écrit en tout cas des recueils de nouvelles, donc très facile à lire, je vous les conseille. Voilà. Les échanges ont tourné autour du lien et des convergences entre la littérature écrite et la littérature orale, sur la création littéraire et la préservation du patrimoine culturel. Les écrivains ont, à chaque fois, encouragé le public à se familiariser avec le livre et la culture de la lecture. Je m'appelle Halima Abdel Hamadou, je suis en classe de 8e 2. Qu'est-ce que vous a poussé à écrire cette conte-là? Lorsque vous aimez regarder des films, vous aimez regarder un match de football, c'est la même chose. Et ce n'est pas une obligation. Et écrivain, ce n'est pas vraiment un travail. C'est quelque chose qu'on fait à côté. D'accord? C'est quelque chose, c'est une passion. C'est comme jouer au foot, regarder la télévision. C'est quelque chose qu'on fait à côté de notre travail et de nos autres occupations. Il faut noter aussi l'organisation de telles rencontres dans les centres de développement communautaire grâce à la participation active du ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec le MENFOP. Chacune de ces rencontres s'est déroulée en présence du haut cadre du MENFOP et du ministère de la Jeunesse et de la Culture, mais aussi des étudiants, des collégiens, des lycéens, des parents d'élèves, des professeurs et des amoureux du livre issus des divers horizons. Je m'appelle Ihlam Abdelbari Mohamed. Je suis de la classe de la terminale L. Et vu que vous êtes un dramaturge et que vous avez rédigé beaucoup de théâtre, est-ce que votre théâtre était inspiré d'un fait réel ou bien c'était inventé? Guillaume Apollinaire, c'était un poète français. Lui, l'inspiration arrivait la nuit. Donc, il mettait sur son lit un drap blanc. D'accord? Une couverture blanche, quoi. Et un stylo à côté. En voulant dormir, quand une idée lui arrive, il suffisait qu'il écrive sur les draps. Et le matin, il donnait le drap à sa secrétaire. Et une fois que je suis à bord d'un boutre, là, je ne vous dis pas, j'ai fait des poèmes graves. Avec les rimes, avec tout. Mais une fois que je descends, j'ai oublié. Est-ce que vous comprenez? Je note pas. C'est ça le problème. Je me dis, je vais me rappeler à la maison, et une fois que j'arrive à la maison avec les enfants, tu oublies tout. L'inspiration aussi, ça me vient le soir, comme Apollinaire. Moi, j'aime bien travailler à partir de 23h. Avant 23h, c'était une habitude que j'avais prise dans mes études. Là. Dans mes études, si je m'asseyais à table, lorsque ma mère, elle criait, hein, quand on dit impossible d'apprendre une ligne,
Je peux lire comme je veux, autant de fois, même une ligne, je ne capte pas. Et la lecture, c'est donc cet ami, ce confident qui est là avec vous tout le temps, qui est là pour vous soutenir, pour vous apprendre et qui marche avec vous tout au long de votre vie. C'est pourquoi il y avait un poète arabe qui disait خير مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. Il disait que le meilleur accompagnateur ou la meilleure personne avec qui vous pouvez vous asseoir, discuter, communiquer, contacter, avoir une discussion avec, c'est bien le livre. Parce que le livre, il ne va jamais vous trahir. Le livre, il va jamais, on ne peut jamais vous dérober du livre. Aujourd'hui, du coup, on est à Obok et je suis vraiment très contente d'être là, de découvrir des lecteurs en dehors de Djibouti-Ville, du coup d'aller dans les régions et vraiment je suis très fière et très heureuse de cette journée qui se passe très bien, très heureuse de voir qu'il y a autant de lecteurs et de lectrices et qu'ils sont tous intéressés par la lecture. Pour finir, vraiment, je voudrais remercier toutes les équipes qui m'accompagnent, toutes les équipes du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui me permettent de vivre vraiment une belle semaine et une belle journée. Et merci à tous les établissements en fait, qui m'accueillent et à toutes les personnes qui échangent avec moi pendant ces moments-là, parce que moi, ça me permet de grandir, ça me permet même d'avoir des idées pour mes prochains romans et mes prochains écrits. Et vraiment, encore une fois, merci à tous. Alors, l'objectif, c'était de montrer la prédominance de l'écrit, même si nous sommes une société de tradition orale. En somme, pour insuffler chez les élèves la flamme du désir et du plaisir de lire. La lecture est une lumière qui accroît les champs visuels. C'est la porte de l'entrée de l'univers. Les connaissances et les savoirs dont chacun en dispose pour se dévancer. Donc il faut apprendre et initier nos enfants à la lecture de leur bas âge, car ce sont l'avenir de demain.